Mon fils m'a offert une boîte de chocolat pour mon anniversaire. Magnifique, cher, emballée dans un ruban doré qui tremblait dans ma main. J'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose me dérangeait. 30 minutes plus tard, j'ai appelé chez lui. C'est Sophie qui a répondu. « J'ai un cadeau pour vous. Les chocolats qu'Antoine m'a offerts. » Elle a hésité. « Ah, bien sûr, merci. » J'ai raccroché avant que son silence ne me blesse plus que des mots. Je pensais avoir bien fait, avoir été généreuse. Mais le lendemain, le téléphone a sonné. C'était lui. « Maman !» La voix d'Antoine semblait étouffée. « Tu as mangé les chocolats ?»« Non, » répondis-je. « Je les ai donnés à Sophie et aux enfants. » Silence. Un silence qui faisait plus mal qu'un cri. « Tu as fait quoi ?» Il a hurlé. Hurlé comme si j'avais commis un crime, comme si j'avais brisé quelque chose de précieux. J'étais sous le choc. « Antoine, ce ne sont que des chocolats. »« Non !» a-t-il crié. « Tu n'aurais jamais dû faire ça. » L'appel a été coupé. Je suis restée immobile au milieu du salon. La boîte de chocolat avait déjà disparu. Sophie n'a pas envoyé de message. Les enfants n'ont rien dit. Mais à cet instant, mon cœur s'est glacé. Parce que quelque chose dans ce cadeau n'était pas un cadeau. C'était un piège. Et moi, sans le savoir, j'avais placé les mains de quelqu'un d'innocent. Exactement là où il le voulait. Mais pourquoi ? Pourquoi un fils réagirait-il ainsi ? La réponse a commencé à se dessiner cet après-midi-là, avec un appel inattendu. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, chaque histoire révèle des vérités que personne n'a eu le courage de raconter. Je m'appelle Hélène. J'ai 69 ans et, oui, je suis de celles qui se lèvent avant le soleil, préparent leur café au lait dans un grand bol en faïence, passent un coup de chiffon sur les meubles et oublient de déjeuner. Personne ne fait attention à une femme comme moi. Une veuve, retraitée de l'Éducation nationale, qui tire encore son chariot de marcher sur les pavés et parle au gardien de l'immeuble comme à un vieil ami. Mais ce que personne ne voit, c'est ce que je porte à l'intérieur. J'ai élevé Antoine seul. Il m'a été confié à l'âge de 2 ans, après que ses parents, mes cousins, sont morts dans un accident de voiture. À l'époque, je n'avais presque rien. Mais lui, il est devenu mon tout. J'ai renoncé à fonder ma propre famille, à me marier, à voyager. J'ai renoncé à moi-même, pour m'assurer qu'il est tout. Et il a tout eu. De bonnes écoles, des vêtements neufs, une fête d'anniversaire chaque année. Même quand je devais enchaîner les gardes pour y arriver. Antoine était un garçon doux. Il m'appelait « ma mère courage ». Il promettait qu'un jour, il prendrait soin de moi comme je m'étais occupée de lui. Mais il a grandi. Et il a grandi différemment. Quand il a rencontré Sophie, tout a changé. Elle était belle, élégante, diplômée en droit, mais derrière son sourire poli, il y avait une distance. Elle ne m'a jamais regardé dans les yeux comme si elle me voyait vraiment, seulement comme si elle me tolérait. Après le mariage, Antoine a commencé à s'éloigner. Les visites se sont raréfiées. Les appels sont devenus des SMS froids. Et quand il venait me voir, tout était chronométré, comme s'il remplissait une obligation. Malgré tout, je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais rien demandé. Je voulais seulement le voir heureux. Et être là, même de loin. Ma maison a des photos de lui sur tous les murs, de son premier cartable jusqu'au jour de sa remise de diplôme. Je regardais ces photos quand le manque se faisait sentir. Quand les petits-enfants sont nés, alors, j'ai cru que tout changerait. Hugo et Chloé, 2 rayons de soleil dans ma vie. Ils me serraient fort dans leurs bras, riaient aux éclats, me dessinaient des cartes. Pour eux, je supportais le mépris contenu de Sophie. Parce que là, je me sentais encore utile. Mais ces dernières années, même cela s'estompait. La dernière fois que je suis allée chez eux, Sophie ne m'a pas laissé dépasser le seuil. Elle a dit que les enfants étaient occupés. Mais j'ai entendu la petite voix de Chloé demander « Laisse mamie entrer ». La porte s'est refermée et je suis restée là, avec le cake encore tiède dans les mains. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, les yeux brûlants. Mais je n'ai pas pleuré, parce que j'ai appris, très tôt, que les larmes ne ramènent personne, ni le respect, mais au fond, tout au fond, quelque chose en moi se brisait, lentement, silencieusement. Et tout ce dont j'avais besoin, c'était un geste, un seul. Mais quand il est enfin venu, ce cadeau le jour de mon anniversaire, c'est comme si le temps s'était arrêté.
Sauf que je ne savais pas encore que ce serait le cadeau le plus dangereux de ma vie. Je ne voulais pas de luxe, pas de bijoux, ni de voyage. Je n'ai jamais désiré une vie de cinéma. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être vu, être traité comme quelqu'un qui a compté, quelqu'un qui n'a pas été oublié, quelqu'un qui, même sans l'avoir porté dans son ventre, l'a porté dans son cœur. Pendant des années, mon plus grand rêve était d'entendre Antoine dire « Maman, si j'ai tout ça, c'est grâce à toi ». Ou encore « Tu as été mon pilier, mon héroïne ». Des rêves simples, mais qui, pour moi, valaient plus que n'importe quel héritage. Je me souviens de quand il était petit, parfois j'inventais une fièvre juste pour qu'il n'aille pas à l'école et reste avec moi. On préparait du chocolat chaud, on s'enroulait dans un plaid et on regardait des dessins animés ensemble. Il m'appelait « Super Maman ». J'ai gardé jusqu'à aujourd'hui un de ces dessins, nous deux, main dans la main. Moi avec une cape d'héroïne, lui avec un grand sourire. Au dos, il avait écrit avec une écriture maladroite « Quand je serai grand, je prendrai soin de toi, maman Hélène ». Mais il a grandi, et il a oublié. La première fois que je l'ai réalisé, c'était à son mariage. Pas de discours, pas de remerciements. J'étais juste une invitée parmi d'autres. Puis est venue la naissance d'Hugo. J'ai attendu 8 heures à l'hôpital. Dans le couloir, on ne m'a même pas appelé pour voir le bébé. Je me disais que c'était la fatigue, que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. Mais l'ordre n'est jamais revenu. Quand Sophie a commencé à m'éviter, j'ai compris. Dans sa tête, j'étais une ombre du passé, un fardeau de son éducation. Malgré tout, j'ai continué d'essayer. Pour les anniversaires des enfants, j'apportais toujours un cadeau. À Noël, je tenais à préparer un panier rempli de choses qu'ils aimaient. Même sans argent, je me débrouillais. Et vous savez ce que je voulais en retour? Un merci sincère. Un câlin qui ne soit pas protocolaire. Une photo avec moi dans le salon de leur maison. Rien de plus. Parfois, je rêvais d'un déjeuner de famille, tous les 5 ensemble, qu'ils m'invitent à table, me servent avec tendresse. Sophie souriant pour de vrai. Antoine levant son verre et disant « Cette femme, c'est la raison de tout. » Mais ce n'est jamais arrivé. Alors, avec le temps, mon désir a changé. Je ne voulais plus d'affection, je voulais de la dignité. Je voulais pouvoir vieillir sans me sentir jetable. Je voulais regarder mon fils dans les yeux et y voir du respect. Je voulais que mes petits-enfants sachent que leur grand-mère a eu une vie difficile, mais ne s'est jamais courbée, que tout ce qu'ils ont a commencé avec moi. Et peut-être que le plus douloureux, c'était de savoir que je m'étais trop tue, que j'avais trop encaissé, trop attendu. Parce que la vérité, c'est que le silence devient une habitude. Et l'habitude nous tue de l'intérieur. Mais au fond, je continuais de croire. Je croyais qu'Antoine pouvait se réveiller un jour et se souvenir que son amour pour moi était seulement endormi. C'est pourquoi, quand les chocolats sont arrivés, j'ai souri. Une boîte magnifique. Une carte écrite à la main. Pour la meilleure maman du monde. Avec tout mon amour, Antoine. Mon cœur a battu plus fort. Peut-être qu'il revenait, peut-être qu'il s'était souvenu. Sur le champ, j'ai pensé « Je ne vais pas les manger seul. Je vais les apporter à Sophie et aux enfants. Ils allaient adorer. » Et peut-être que ça briserait la glace. Peut-être qu'elle me regarderait différemment. Peut-être, le dernier espoir en moi était celui de la réconciliation. Parce que ce que je désirais le plus, c'était de retrouver une place dans cette famille. Non comme une obligation, mais comme une racine. Être reconnu de mon vivant. Être écouté sans que ma voix ait besoin de crier. Être respecté sans avoir à prouver quoi que ce soit de plus. Et surtout, être aimé. Pour de vrai. Sauf que ce jour-là, au lieu du respect, j'ai reçu le silence. Au lieu de l'amour, j'ai reçu des cris. Et le cadeau, ce cadeau qui semblait si doux, a commencé à me laisser un goût amer dans la bouche. Parce que ce geste tant attendu n'était pas ce qu'il semblait être. Et quand Antoine m'a appelé, désespéré, en me demandant où étaient les chocolats, j'ai compris. Mon plus grand désir m'avait mise en danger. Et pire, j'aurais pu mettre d'autres personnes en danger aussi. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de réaliser que, peut-être, cette carte n'avait pas été écrite avec amour, mais avec intention, avec calcul, avec quelque chose que je n'étais pas encore prête à comprendre. Et si mon fils, celui que j'avais élevé au prix de tant de sacrifices, avait vraiment fait ça, alors ce qui restait de moi pourrait se transformer en quelque chose qu'il n'attendrait jamais. L'appel a coupé
et je suis restée plantée au milieu du salon, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. J'ai tenté de le rappeler. Rien. J'ai envoyé un message. « Antoine, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Lu, sans réponse. J'ai regardé la boîte de chocolat vide sur le comptoir. Sophie était passée la chercher en fin d'après-midi. Pressée, elle avait dit qu'elle était fatiguée, avait pris le paquet et n'était même pas entrée. « Je vais les donner aux petits », avait-elle dit. J'avais souri. « Ils vont adorer ». Elle avait esquissé un demi-sourire et était partie. Sur le moment, je n'avais rien remarqué d'étrange. Mais maintenant, chaque détail me revenait comme un coup de poing. Le désespoir dans la voix d'Antoine, le silence de Sophie, la hâte. Je suis allée à la cuisine. J'ai regardé dans la poubelle. L'emballage, le ruban doré, la carte avec son écriture. J'ai relu « Pour la meilleure maman du monde. Avec tout mon amour, Antoine. Pourquoi me demanderait-il si je les avais mangés? Et pourquoi réagirait-il comme si c'était la fin du monde ?» J'ai eu la nausée. Je me suis approchée de la fenêtre et je suis restée là, immobile, à regarder le vide. Un vent froid s'est infiltré par l'entrebâillement. J'ai senti un frisson qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Soudain, mon portable a vibré. C'était Sophie. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. « Allô, Sophie? Madame Hélène ?» Sa voix était étrange, saccadée. « Vous allez bien? »« Oui, pourquoi? Les petits ont été malades. Ils ont vomi. Je les ai emmenés à l'hôpital. » Elle reprenait son souffle entre chaque phrase. Le médecin a fait un lavage gastrique et a prélevé des échantillons. Des échantillons? Du contenu de leur estomac. Silence. Et alors? Ils vont mieux, mais... Elle s'est arrêtée. Le médecin a jugé préférable d'analyser ce qu'ils ont mangé. Cette phrase m'a frappée de plein fouet. Les chocolats, c'est la seule chose de différent qu'ils ont mangé aujourd'hui. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. « Vous en avez mangé ?» demanda-t-elle. « Non, je vous ai tout donné. » Son silence confirma ce que je ne voulais pas imaginer. « Antoine vous a parlé ?» demandai-je. « Oui, il arrive à l'hôpital maintenant. Il va... bien ? Il est hors de lui, Hélène. Il pleure. Il a dit que vous n'auriez jamais dû donner les chocolats. Cela m'a anéanti. » Il a dit ça ? Oui. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée là, assise dans le fauteuil du salon, à fixer le vide. La télévision était allumée, mais le son n'était qu'un grésillement lointain. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était une peur que je n'avais jamais ressentie. J'ai repris la carte. L'écriture était la sienne. Mais l'était-elle vraiment? J'ai passé le doigt sur les mots. Il semblait trembler. Avec tout mon amour. Avec amour? Je connaissais Antoine mieux que personne. Il n'écrivait pas comme ça. Il n'utilisait pas de point final. Il ne m'avait jamais écrit « avec tout mon amour », même pour la fête des mères. L'écriture était similaire, mais pas identique. C'est là que j'ai remarqué le coin inférieur de l'enveloppe. Il y avait une marque, un petit symbole, une lettre G en relief. J'ai sorti mes lunettes de mon sac. J'ai approché. C'était le logo d'une boutique, une épicerie fine. Mais Antoine n'achetait jamais là-bas. Sophie, si. J'ai appelé la boutique. Je me suis présentée, j'ai dit que je voulais confirmer un achat fait par un membre de ma famille. La jeune femme a répondu poliment. « Oui, Madame Hélène, nous avons bien une trace de l'achat des chocolats. »« Ah, c'est Antoine qui les a achetés ?» Pause. « Non, Madame, c'est au nom de Sophie Martin. C'est elle qui est venue. Paiement en espèces. Mon sang s'est glacé. Elle les avait achetés. Elle les avait emballés. Elle avait écrit la carte. Alors pourquoi Antoine était-il désespéré? Savait-il ce qu'elle faisait? Ou est-ce que tout avait été orchestré par lui? Ou par les deux? Mon cœur s'emballait. Je me suis assise, j'ai enlacé mon propre corps et j'ai fermé les yeux. À ce moment, une certitude a commencé à grandir en moi. Cette boîte de chocolat n'était pas un cadeau, c'était un avertissement, un message, ou pire, c'était un piège. Et moi, sans le vouloir, j'avais placé mes petits-enfants au centre de celui-ci. La sonnette a retenti. J'ai sursauté. Je me suis levée lentement, je suis allée à la porte, c'était Antoine. Les yeux rouges, les cheveux en désordre. Le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a regardé, mais n'a rien dit. Nous sommes restés là, face à face, comme deux étrangers partageant un secret. Il a ouvert la bouche et a dit une seule phrase. « Maman, il faut que je te dise quelque chose, mais tu ne dois le répéter à personne. » Là, mon cœur a compris. Plus rien ne serait comme avant.
Il faut que je te dise quelque chose, mais tu ne dois le répéter à personne. C'est ce qu'Antoine a dit. Là, debout sur mon seuil, les yeux rouges et le souffle court. Il est entré, s'est assis sur le canapé et est resté silencieux. Ses mains tremblaient, son genou battait frénétiquement. « Antoine, tu me fais peur. »« Maman, qu'est-ce que Sophie t'a dit? Que les petits ont été malades, qu'ils sont allés à l'hôpital, que le médecin a demandé des analyses. » Il a fermé les yeux et a lâché un juron que je ne l'avais jamais entendu prononcer. « Tu as une idée de ce que tu as fait ?» demanda-t-il en me regardant enfin dans les yeux. « Moi, Antoine, je n'ai fait que donner les chocolats aux enfants. Je pensais que c'était un cadeau. » Il a ri. Mais ce n'était pas un rire amusé. C'était un rire tordu, désespéré. « Pourquoi tu n'as pas mangé ?»« Parce que je voulais partager avec eux. Parce que tu donnes toujours ce que tu as, n'est-ce pas? Tu fais toujours tout pour les autres, » dit-il, avec une colère froide. Je ne comprenais pas. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Sophie ne devait pas être à la maison ce jour-là. « Comment ça ?» Il s'est arrêté, m'a regardé comme si j'étais une enfant stupide. « C'était pour toi, maman. C'était à toi de manger les chocolats. Rien qu'à toi. » Je me suis figée. « Tu es en train de me dire qu'il y avait quelque chose dans ces chocolats ?» Il n'a pas répondu. « Antoine, regarde-moi. Il y avait du poison dans ces chocolats ?» Il s'est assis, a enfoui son visage dans ses mains et s'est mis à pleurer. Je me suis levée. Mon cœur était comme une bombe sur le point d'exploser. « Tu as essayé de me tuer, c'est ça ? Maman, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment alors, Antoine ? Comment voulais-tu que ça se passe ? Que je meure sans le savoir ?» Il n'a pas répondu. « C'est Sophie ?» Il a relevé la tête, les yeux pleins de larmes et de honte. L'idée venait de moi. Tout autour de moi est devenu silencieux. Je n'entendais plus les voitures dans la rue, ni le tic-tac de l'horloge. Seulement le bruit du sang qui pulsait dans mes veines. Pourquoi ? Il a pris une profonde inspiration. J'ai des dettes. Énormément. Le jeu, de mauvais investissements. Tu pensais que ma petite retraite allait résoudre ça ? Ce n'était pas que ça, maman. Il y a l'assurance. Quelle assurance ? Il a dégluti. Celle qu'on a souscrite quand papa est mort. Tu te souviens ? Une assurance vie. Elle est toujours active. À ton nom. Et je suis le bénéficiaire. Je me suis assise. Mes jambes ne me tenaient plus. Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. J'ai fait de moi ton ombre. Et c'est comme ça que tu me remercies ? Il n'a pas eu le courage de me regarder. Je n'allais pas y arriver. Sophie non plus. Tu voulais juste que je disparaisse, que je n'existe plus. Il s'est passé la main dans les cheveux. Ça devait être rapide. Indolore. Indolore. Je me suis levée, j'ai marché vers lui. Tu sais ce que c'est que la douleur, Antoine ? Tu sais ce que c'est que de pleurer en cachette dans la salle de bain parce que ton fils a oublié ton anniversaire ? Tu sais ce que c'est que de se sentir comme un vieux meuble dans la maison que tu as aidé à construire ? Tu sais ce que c'est d'être traité comme une faveur ? Il a essayé de toucher ma main. J'ai reculé. Tu as essayé de me tuer, Antoine. Maman, tais-toi ! Je n'avais jamais crié sur lui. Jamais. Ni enfant, ni adolescent. Mais maintenant, je n'étais plus la mère. J'étais la femme trahie, la femme rejetée, la femme qui a survécu. Et les petits, tu as pensé à eux ? Je ne savais pas que Sophie allait leur en donner. Elle ne savait pas que c'était du poison, n'est-ce pas ? Silence. Tu ne lui as pas dit. Il est resté muet. À cet instant, j'ai ressenti du dégoût. Le dégoût de l'homme que j'avais créé. Le dégoût de ma propre naïveté. J'ai touché ma propre gorge. J'ai eu envie de vomir. Pas à cause des chocolats, mais à cause de la culpabilité. La culpabilité d'avoir aimé quelqu'un qui me voyait comme un obstacle. Il a tenté de s'expliquer. Mais tout ce qui sortait de sa bouche était sale, faible, mesquin. Tu as une idée de ce que tu as fait à ma tête ? De ce que tu as fait à mon cœur ? Je regrette, maman. Je le jure. C'était une impulsion. Ce n'était pas une impulsion. C'était un plan. Froid. Cruel. Il est tombé à genoux. Pardonne-moi, maman. Mais je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis restée là, à le regarder agenouillé sur le sol de mon salon. Tu m'as humilié, Antoine. Tu ne m'as pas tué avec du poison. Tu m'as tué avec le mépris. Il s'est relevé. Désespéré. Je vais tout arranger. Je vais dire à la police que c'était un accident. Je vais trouver un moyen de sortir Sophie de cette histoire. Sophie est au courant de tout, en partie, mais elle ne sait pas que c'était du poison. Juste que c'était quelque chose pour faire dormir. J'ai respiré profondément.
J'ai regardé le cadre photo sur l'étagère. Moi et lui, le jour de sa remise de diplôme. Souriant, innocent. « Va-t'en, Antoine. »« Maman, va-t'en. » Il a hésité, puis est parti, à pas traînant. J'ai fermé la porte, verrouillé, j'ai appuyé mon dos contre elle, et je me suis effondré. Mais pas en larmes, en silence. Parce que ce jour-là, j'ai compris, l'humiliation la plus cruelle ne vient pas des étrangers. Elle vient de celui que vous avez créé de vos propres mains. Je suis restée des heures assise sur le sol du salon, sans bouger un muscle. L'appartement était sombre, et je n'avais même pas remarqué que le soleil était parti. J'avais mal à la tête, mais ce n'était pas une douleur physique. C'était cette douleur qui pulse au fond de la poitrine et qu'aucune aspirine ne guérit. Antoine a essayé de me tuer. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Ça n'avait aucun sens. Mais il était impossible de le nier. La réalité ne m'a pas frappé d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme un poison. Je me suis levée, je suis allée à la chambre. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Dans le miroir de l'armoire, j'ai regardé mon reflet. Les cheveux attachés en un chignon lâche, les yeux gonflés, la peau marquée par les années et les silences. Vieilli. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était l'expression dans mes propres yeux. C'était de la douleur. Oui, mais c'était autre chose. C'était de la honte. La honte de m'être laissé effacer à ce point, d'avoir accepté si peu, d'avoir laissé qu'on me place en dernière option. Toujours. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. Il y avait les vieilles cartes, les dessins des petits-enfants, le mot d'Antoine quand il était petit. J'ai relu « Tu es mon héroïne ». Je suis allée à l'armoire, j'ai pris une boîte en carton et j'ai commencé à tout y ranger. Les souvenirs, les photos, les anciens cadeaux. Ce n'était pas de la colère. C'était un deuil silencieux. J'enterrais un amour qui n'était plus le mien. Au fond de la boîte, j'ai trouvé une enveloppe que j'avais oubliée. C'était la police d'assurance vie, la même qu'il avait mentionnée. Je me suis assise sur le lit et j'ai lu chaque ligne. Son nom y figurait, bénéficiaire unique. Tout était vrai. J'ai fermé les yeux et pour la première fois, j'ai eu peur de mourir. Pas de la fin en soi, mais de la raison, de la manière. Je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Mais je n'ai pas réussi à dormir. J'imaginais mes petits-enfants mangeant ces chocolats, riant, heureux, innocents, et manquant de mourir. Cette image me remplissait de désespoir. J'aurais pu être responsable de leur mort, même sans le savoir, même par amour. Cela m'a détruite. Tôt le matin, je suis allée au commissariat. J'ai parlé à un policier qui m'a écouté attentivement, mais qui m'a dit que, sans preuve concrète ni analyse toxicologique concluante, il serait difficile d'agir. « Madame, votre parole contre celle de votre fils pourrait ne pas suffire », a-t-il dit, avec un regard mêlant pitié et doute. J'ai compris, je suis rentrée chez moi plus vite qu'en partant. Et là, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai fait une chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. J'ai appelé Sophie. Elle a répondu, méfiante. « Sophie, il faut qu'on parle. » Seule, pause. D'accord. Retrouvez-moi demain, dans ce café près de l'école des enfants. Le lendemain, j'y suis allée. Je suis arrivée en avance. Elle est arrivée en retard, comme toujours. Mais cette fois, elle semblait nerveuse. « Que se passe-t-il, Madame Hélène ?» Je suis allée droit au but. « Sophie, dites-moi la vérité. Saviez-vous ce qu'il y avait dans ces chocolats ?» Elle a pâli. « Comment ça ? Saviez-vous qu'ils avaient été altérés ?» Elle s'est mordu la lèvre. Ses yeux se sont remplis d'eau. « Non, vous en êtes sûre ?» Elle a respiré profondément. Antoine m'a dit que c'était un calmant puissant, quelque chose pour vous faire dormir et vous reposer, que vous étiez anxieuse. Vous l'avez cru ? Je ne voulais plus rien croire. Ça fait des mois qu'il est étrange. Froid, distant et, parfois, violent. Mes yeux se sont écarquillés. Violent ? Il n'a jamais levé la main sur moi. Mais il crie sur les enfants, m'enferme hors de la chambre, passe des nuits dehors et dit toujours qu'il va trouver une solution. Elle pleurait maintenant. Je pensais que c'était juste la pression du travail, que c'était une phase. Je ne voulais pas voir. Nous sommes restés en silence un moment, juste le bruit des tasses sur le comptoir et le son lointain d'une musique d'ambiance. Vous devez protéger vos enfants, Sophie. Je sais, ça. Et je dois me protéger moi-même. Nous nous sommes quittés sans étreinte, sans affection, mais avec un pacte silencieux.
Je suis rentrée chez moi, j'ai tout verrouillé et je me suis de nouveau assise sur le lit. Maintenant, ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était la guerre, et je ne pouvais plus prétendre que rien ne s'était passé. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé une vieille amie. Elle m'a recommandé un avocat, Maître Lefebvre. J'ai pris rendez-vous avec lui le lendemain. Mais avant ça, j'ai fait quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je suis allée à ma boîte à souvenirs. J'ai pris toutes les photos d'Antoine. Une par une, je les ai décrochées du mur. Je les ai rangées dans un dossier. Et pour la première fois en 36 ans, ma maison s'est retrouvée sans son image. Sans le garçon que j'avais élevé. Sans l'homme qui m'avait trahi. Mais je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. Parce que maintenant, il était temps de décider. Soit j'acceptais de mourir en silence, soit je me levais pour me battre. Et à cet instant, devant ce miroir, une chose est devenue claire. La Hélène qui encaissait tout était morte avec les chocolats. Celle qui restait n'allait plus baisser la tête devant personne. Le lendemain matin, le ciel était couvert, le genre de journée où la ville semble respirer plus lentement. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un ouragan. J'ai mis mes plus beaux vêtements, rien d'exagéré. Un blazer ancien, mais impeccable. Des chaussures fermées. Les cheveux attachés fermement. Un rouge à lèvres discret. C'était l'uniforme d'une femme qui avait décidé d'arrêter de demander la permission. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans le centre. Je suis arrivée à 9 heures précises. Il m'a reçue avec respect. Regard direct, poignée de main ferme. « Madame, êtes-vous certaine de vouloir poursuivre ?»« Absolument. Je lui ai tout raconté. Le cadeau, la réaction d'Antoine, la conversation avec Sophie, l'hôpital, le commissariat. Je lui ai remis la police d'assurance, la carte à l'écriture, étrange, le ticket de caisse de la boutique que j'avais réussi à obtenir après avoir insisté par téléphone. Il a écouté en silence. « Madame Hélène, je connais un expert en graphologie. Nous pouvons comparer l'écriture de la carte avec des documents signés par votre fils. » J'ai acquiescé. Je veux tout. « Mais je dois être honnête, » continua-t-il. « Si vous comptez porter cette affaire en justice, ce sera une guerre. Et votre nom apparaîtra partout, y compris celui de vos petits-enfants. » J'ai pris une profonde inspiration. Ils ont déjà été des victimes. Je ne laisserai pas mon silence transformer cela en tragédie. Il m'a regardé avec encore plus de respect à ce moment-là et m'a tendu une carte. Je connais aussi un détective, l'un des meilleurs. Si vous voulez aller jusqu'au bout, il vaut mieux avoir plus que des mots. J'ai noté le nom, Michel Lambert. Je suis sorti du cabinet avec la sensation de transporter de la dynamite dans mon sac, mais aussi avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le pouvoir. J'ai appelé le détective l'après-midi même. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a demandé 2 jours pour rassembler des informations. 2 jours pendant lesquels j'ai peu dormi, et encore moins mangé. Mais mon esprit, lui, ne s'arrêtait pas. J'observais chaque détail de la maison, chaque coin où Antoine jouait quand il était enfant. Le tapis du salon où il a appris à marcher, le couloir où il a couru déguisé en super-héros. Tout cela était maintenant le décor d'une trahison, mais je n'allais pas me plier à la douleur. Pas cette fois. Le matin du 3e jour, le détective m'a appelé. « Madame Hélène, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir en personne. » Nous nous sommes retrouvés dans un café discret. Il a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. « Voici le relevé des virements effectués ces 6 derniers mois. Votre fils a utilisé des comptes au nom de tiers pour déplacer d'importantes sommes d'argent. L'origine ? Des prêts auprès d'usuriers, des paris illégaux et même la vente de matériel de l'entreprise où il travaille. Mon Dieu, et ce n'est pas tout. Il a cliqué sur un autre dossier. Des images des caméras de surveillance de la boutique où les chocolats ont été achetés. Regardez, la vidéo montrait Sophie entrant dans la boutique. Seule. Vous remarquez le détail ? Quoi ? Il a mis la vidéo en pause sur une image précise. Voici l'employé qui la sert. Vous savez qui c'est ? J'ai secoué la tête. Son amant. Je l'ai découvert en croisant les réseaux sociaux. Sophie et lui ont de vieilles photos ensemble. J'ai effacé une partie des archives avant qu'elles ne s'en aperçoivent. Mais j'ai pu sauver celle-ci. Je n'ai pas pu réagir immédiatement. Vous êtes en train de me dire que Sophie me trompe aussi ? Pas seulement elle vous trompe ? Peut-être qu'elle manigance depuis le début, avec Antoine, ou contre lui ? J'ai regardé l'écran, son visage, son sourire en coin, la signature sur la carte. Tout semblait faux maintenant. Et les enfants, intacts. Apparemment, c'était un excès de sucre, combiné à un antibiotique qu'il prenait. Le médecin a écarté l'empoisonnement. Mais la peur était bien réelle. J'ai respiré, soulagé.
Ils vont bien. Oui, mais vous ne pouvez faire confiance à personne, Hélène. Ni à Antoine, ni à elle. Il m'a passé une enveloppe. Voici des copies de tout. Gardez-les précieusement. Et si besoin, appelez-moi. Je suis avec vous jusqu'au bout. Je suis rentrée chez moi les mains tremblantes, mais l'esprit vif. Si Sophie et Antoine jouaient, alors je saurais jouer aussi. Et cette fois, celle qui ferait le dernier coup, ce serait moi. Je suis allée à mon secrétaire. J'ai sorti une boîte avec de vieux papiers. Il y avait des documents importants, y compris l'acte de propriété de la maison. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé un agent immobilier qu'une amie m'avait recommandé. « Je veux vendre ma maison. Vous en êtes sûre, madame ?» Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. La semaine suivante, j'ai signé les premiers papiers. Je n'ai rien dit à personne, pas même à ma sœur Sylvie, ni aux voisins. J'ai tout fait en silence, comme quelqu'un qui prépare une bombe. Parce que s'ils voulaient jouer avec les secrets, j'allais être le secret. Et quand ils s'y attendraient le moins, ils découvriraient que la femme fragile qu'ils avaient créée dans leur tête n'existe plus. Je préparais ma revanche, et elle viendrait sans préavis. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenue une autre personne. Non pas que quiconque l'ait remarqué, car ce qui a changé, c'était à l'intérieur. La Hélène d'avant était anxieuse. Elle se précipitait pour répondre au téléphone, s'empressait de répondre aux messages, s'excusait d'exister. Maintenant, j'observais, silencieuse, attentive, comme une panthère dans l'obscurité. La première chose que j'ai faite a été de nettoyer la maison, pas avec un balai, avec discernement. Les photos d'Antoine, des anniversaires, des remises de diplômes, toutes rangées, non par colère, par clarté. Il ne servait à rien d'exposer les souvenirs d'un fils qui m'avait souhaité la mort. Ensuite, je suis allée à la banque. La conseillère a souri en me voyant. « Comment allez-vous, Madame Hélène ? Mieux que jamais. En quoi puis-je vous aider ? Je souhaite transférer tous mes placements sur un nouveau compte, un que seul moi puisse utiliser. Rien au nom d'Antoine. Rien lié à l'ancien compte joint. » Elle a acquiescé, un peu surprise. « Bien sûr. Voulez-vous que nous laissions l'autre compte actif ? Vous pouvez le clôturer. Et s'il vous plaît, sans préavis. Je veux de la discrétion. Entendu. » Je suis sortie de là avec une nouvelle carte dans mon sac. Et, plus important encore, avec le sentiment que, pour la première fois, j'étais maîtresse de ma propre vie. Je suis rentrée chez moi et j'ai préparé une tisane. J'ai tout noté dans un petit carnet bleu. Montant, contact, action à entreprendre. Chaque point coché avec calme, avec fermeté. Le lendemain, l'agent immobilier a appelé. « Madame, vous avez eu une excellente offre pour la maison. Au comptant, vous acceptez ? » J'accepte. Concluez la vente. Mais pour le déménagement, je suis déjà prête. C'était un mensonge. Mais je le serai. J'ai passé la journée suivante à faire des cartons. Livres, vêtements, vaisselle. L'essentiel. Le reste, je l'ai donné, jeté, laissé derrière moi. Parce que je laissais aussi une version de moi-même derrière moi. Le soir, Sophie est apparue, sans prévenir. « Bonsoir, Madame Hélène, je peux entrer ?» Entrez. Elle s'est assise, tendue. Antoine est bizarre. Il évite le sujet des chocolats. Et depuis ce jour, il a disparu. Il travaille tard, dort sur le canapé. Il manque aux enfants. Je suis restée silencieuse. Je voulais savoir si vous voudriez lui parler. Essayez de régler les choses. Il jure qu'il regrette. Je l'ai fixé. Sophie, aimez-vous mes petits-enfants ? Elle a cligné des yeux, surprise. Bien sûr. Alors prenez soin d'eux, protégez-les, parce que ce qui s'en vient n'est pas pour les enfants. Elle a tenté de rire. Vous me menacez ? Je vous préviens. Elle s'est levée précipitamment. Je suis venue en paix et je vous ai reçu avec politesse. Mais maintenant, partez. Elle est partie, confuse. Je me suis assise sur le canapé et j'ai respiré profondément. Le plan était en marche. Quelques jours plus tard, le déménagement a eu lieu. Le camion est arrivé tôt, peu de cartons, peu de meubles, l'essentiel. J'ai laissé les clés à l'agent immobilier. Et je suis partie pour mon nouvel appartement. Petit, simple, mais avec une odeur de nouveau départ. J'ai pleuré en fermant la porte. Mais pas de tristesse, de soulagement. J'ai appelé l'avocat. Tout est prêt ? Tout. Et il est temps de passer à l'étape suivante. Laquelle ? La notification officielle. J'ai acquiescé. Le lendemain, Antoine a reçu en main propre 2 enveloppes. L'une, l'informant que la maison était vendue et que le montant, intégral,
avait été transférée sur un nouveau compte. L'autre, une lettre de ma part. Courte. Antoine, tu as tenté de m'ôter la vie, mais tu as fini par me rendre la seule chose que j'avais perdue, ma force. Cette maison n'a jamais été à toi. Mais maintenant, elle n'est même plus à moi. Tu vas devoir apprendre à vivre avec ce que tu as fait et avec ce que tu as perdu. Hélène, je n'ai pas eu de réponse. Pas un appel, pas un message. Le silence. Mais je savais. Il avait accusé le coup. Sophie, quelques jours plus tard, a envoyé une seule phrase. « Merci de m'avoir montré qui il est. Je l'ai gardé. Maintenant, je marchais où je voulais, la tête haute. J'allais au supermarché sans craindre de croiser des connaissances. J'allais à la boulangerie et je demandais la meilleure baguette. J'allais au marché et j'achetais des fruits que je ne m'étais jamais autorisé à acheter. Tout avec mon argent, avec ma paix. Au fond d'un placard, j'ai gardé l'enveloppe avec les documents, au cas où j'en aurais besoin un jour. Mais plus que ça, j'ai gardé ce que j'avais appris et je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne serai la femme qui attend d'être reconnue. Maintenant, je ferai en sorte d'être impossible à ignorer. Si cette histoire touche votre cœur, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis tout et je réponds avec plaisir à ceux qui commentent ici. Je suis arrivée à la porte de chez Sylvie cet après-midi-là, le cœur battant à tout rompre. L'air était lourd, je sentais des gouttes de sueur dans ma nuque, mais je suis restée ferme. Sylvie m'a accueilli le visage pâle, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle m'a fait entrer, une odeur de renfermé mêlée à du café froid. Le salon semblait plus petit que dans mes souvenirs. Antoine était là, dans le fauteuil du salon, incapable de me regarder. Les cheveux en bataille, des cernes, des vêtements froissés. Il ressemblait à une ombre. Quand il a parlé, sa voix s'est brisée. « Maman, je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Il n'a rien dit de plus. A simplement soutenu mon regard. Sophie est apparue derrière lui, silencieuse. Les petits, Hugo et Chloé, étaient à la porte de leur chambre, regardant avec peur. Il y avait une complicité silencieuse, une tension qui emplissait l'air. Comme si chacun portait son propre fardeau, sa propre peur. J'ai pris une profonde inspiration. « Il est temps, dis-je calmement, que j'entende tout, une bonne fois pour toutes. » Il s'est levé. La pièce est devenue immobile. « Antoine, pourquoi m'as-tu fait ça ? » ?»« Maman, j'étais désespérée. »« Désespérée ? Tu as failli tuer mes petits-enfants. Tu as tout manigancé. »« Je n'ai pas pensé comme ça. » Sophie s'est approchée. « Il m'a dit que c'était pour te faire dormir et te reposer, » a-t-elle dit. Je l'ai cru, mon corps a tremblé. Pas de froid, de rage. « Dormir ? Te reposer ? Tu savais tout ?» criai-je en silence. « Tu savais que les chocolats avaient été achetés par toi, dans cette boutique, que c'est toi qui as écrit la carte. » Sophie a frémi, il l'a regardée. Ses yeux imploraient. « Sophie, tu m'as menti. Tu leur as menti. » Les enfants pleuraient. Chloé sanglotait. Hugo serrait son ours en peluche. Je me suis approchée des petits. J'ai serré Chloé dans mes bras, puis Hugo. Je les ai embrassés sur le front. « Tout ira bien, leur promis-je. Je le jure, je vais prendre soin de vous. » C'était comme si je soignais une plaie ouverte avec mon propre sang. Antoine s'est jeté à mes pieds. « Maman, pardonne-moi. Je me suis perdue. » Il tremblait. C'est là que j'ai décidé. Il ne suffisait pas de pardonner. J'ai pris l'enveloppe que Maître Lefebvre m'avait remise et j'ai lu à haute voix. Transfert de la propriété de la maison effectué aujourd'hui. Tous les documents. L'assurance à mon nom. Signé. Suspension immédiate de votre accès au compte principal. Antoine a cessé de pleurer. Sophie a eu le souffle coupé. Sylvie a couvert sa bouche avec sa main. J'ai tout signé. Maintenant, ma voix est sortie, ferme. L'horloge du salon a semblé s'accélérer. Tu vas voir, continuai-je. Tu vas découvrir ce qui fait le plus mal. Tout perdre ou vivre en sachant qui tu es vraiment. Antoine a levé les yeux. Ils étaient pleins de remords, de honte. Maman, rends-moi la maison. La maison n'a jamais été à toi, Antoine. Mon travail n'a jamais été de te soutenir. Ce n'est pas toi qui as construit avec mon sang mes larmes. Sophie pleurait maintenant, seule. Et les petits, a-t-il murmuré. Ils sont à moi. Ils l'ont toujours été. J'ai fait un pas en avant. Ils vivent avec moi maintenant. Chloé m'a regardé, les yeux écarquillés. Hugo a tiré sur ma jupe. Mamie, j'ai pris leurs mains. Maintenant, c'est comme ça. Silence.
Puis, un son, une sirène lointaine. J'ai vu Sophie regarder par la fenêtre. Ils ont appelé. La police arrive, a-t-elle dit à voix basse. La police. La réalité. Antoine est devenu blême. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. Maman, tout ça, ça va te ruiner. Ça va me sauver, répondis-je. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais l'a refermée. La sonnette a retenti. C'étaient 2 policiers. 2 agents serraient leur insigne entre leurs doigts. Hélène a pris une profonde inspiration. Je suis venue en paix, dis-je. Mais j'ai préparé des documents, des enregistrements, des témoignages. Le policier m'a tendu un papier. Madame Hélène, il y a une ordonnance de restriction temporaire. Vous devez rester en sécurité chez vous. Il a regardé Antoine. Monsieur doit se tenir à 200 mètres de sa mère et des enfants jusqu'à ce que les faits soient éclaircis. Antoine a crié. C'est injuste, injuste. Ma voix a tranché dans le salon. Tu as essayé de m'empoisonner, moi et les enfants. Tu as compris? Il a dégluti. Son désespoir était visible. Sophie est tombée à genoux à côté de moi. Elle pleurait doucement. Je suis désolée, dit-elle entre 2 sanglots. Sylvie s'est recroquevillée dans un coin, des larmes sombres coulant sur ses joues. Et moi, je suis restée debout. Les fenêtres tremblaient sous le vent. Un coup de tonnerre au loin. Mon corps pulsait avec chaque mot qui sortait de ma bouche. Chaque respiration était une bataille. La justice formelle commençait là. Antoine, dis-je fermement, je ne veux pas de ta pitié. Je veux ta vérité. Il ne m'a pas regardé. S'il le faut, je te donnerai tout ce que tu veux. L'argent, la propriété. Mais je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne cherche pas une fausse rédemption. Je l'ai regardé. Je veux que tu paies. Légalement, je veux que tu comprennes. Je veux que mes petits-enfants dorment tranquilles, sans peur. Il a essayé de parler, mais a été interrompu par le son des sirènes qui se rapprochaient. Le sentiment que le monde entier savait, que mes secrets, mes silences, mes douleurs devenaient maintenant visibles. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maman ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Continuer à vivre, répondis-je. Continuer à être digne. » Les policiers ont frappé à la porte. C'était la confirmation que ce n'était pas un délire. C'était réel. Le regard d'Antoine s'est brisé en 1000 morceaux. Il a vu sa propre destruction se dessiner. Le regard de Sophie cherchait du réconfort. N'en trouvait pas. J'ai tenu les mains de mes petits-enfants. Je suis tombée à genoux, j'ai pleuré, mais pas de défaite, de soulagement, parce que, à ce moment-là, j'ai su que ça aurait pu être la fin de tout. Mais j'avais été plus forte. La pièce est tombée dans un silence absolu après le départ des policiers. Sophie tenait Chloé, Hugo pleurait doucement. Antoine était immobile, regardant le sol, les mains tremblantes. J'avais mal à la poitrine. Non pas de regret, de pouvoir, de justice. Je me suis relevée. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché vers lui. « Antoine, tu savais que ça finirait comme ça, n'est-ce pas ?» Ma voix n'était qu'un murmure, mais ferme. Il a relevé le visage. Ses yeux rouges montraient la culpabilité, la peur et quelque chose d'imprévisible, la terreur. « J'ai essayé de te protéger, » a-t-il commencé. « Je pensais que si tu mangeais, tu allais te reposer. Je pensais que ça calmerait ton anxiété, que j'ai ravalé les larmes qui menaçaient de couler. Me reposer, me libérer de la douleur, faire de ma vieillesse ton ombre. » Sophie a déposé Chloé dans les bras d'Hugo, a croisé mon regard. « Il m'a menti à moi aussi », a-t-elle murmuré. La douleur sur ses lèvres, le regret, visible. « Oui », a dit Antoine, presque en délire. « J'ai menti. » À ce moment, j'ai réalisé, toute la manipulation était démantelée. Le mensonge avait les jambes courtes. La vérité, elle, avançait à grands pas. Les petits se sont blottis. Sophie a enveloppé Chloé avec soin, comme pour la protéger du monde. Et j'ai compris quelque chose. La plus grande victoire n'était pas d'exhiber mes cicatrices. C'était de montrer qu'elle m'avait laissée entière. « Sophie, dis-je, je veux que vous sachiez quelque chose. » Elle a incliné la tête. Hugo s'essuyait le visage avec sa manche. « Vous n'êtes pas seule là-dedans ?» Elle m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois. « Avec moi, continuai-je, vous recevrez toute l'aide nécessaire, juridique, émotionnelle, parce que ces enfants doivent savoir que ceux qui les aiment vraiment ne se taisent pas. » Antoine semblait vouloir parler. Sa voix est sortie, faible. « Maman, je peux expliquer ?»« J'ai entendu assez d'explications, » l'interrompis-je. « Maintenant, je veux voir des actes. » Le vent dehors frappait fort contre la fenêtre. Le ciel chargé reflétait le poids du moment.
Ce qui a suivi est une scène que je n'oublierai jamais. Maître Lefebvre est entré dans la pièce avec des dossiers. Michel, le détective, a apporté une copie du registre de la boutique, les images des caméras, les relevés bancaires. Des documents qui définissent l'accusation. Des preuves concrètes. Antoine a reculé. Sophie a fermé les yeux comme si elle ne pouvait pas supporter de voir. « Antoine », a dit Maître Lefebvre d'une voix ferme, « demain, je dépose la plainte. Tentative d'homicide, mise en danger de mineurs, escroquerie en bande organisée. » Ses yeux se sont révulsés. Il a tenté d'intervenir, mais Maître Lefebvre l'a ignoré. « Et vous, Hélène ?» Maître Lefebvre m'a regardé. « Vous êtes prête à témoigner ?»« Oui, » répondis-je d'une voix tremblante, prête à me battre jusqu'à ce que la justice reconnaisse tout cela. Le silence s'est de nouveau installé. Une tension si palpable qu'elle faisait mal aux os. Antoine a pris une profonde inspiration. « Ce que j'ai fait, Il s'est arrêté. La honte coulait sur son visage. Sophie a attaché ses cheveux, m'a regardé. « Je veux juste qu'ils soient en sécurité, » dit-elle, la voix basse mais claire. « Que je puisse leur dire. Ne vous inquiétez pas, maman et mamie s'occupent de vous. » Hugo a tiré ma main. Chloé s'est blottie contre ma robe. « Mamie, » dit Chloé, « je t'aime. » Mon cœur s'est ouvert. Une faible lueur a traversé l'obscurité. Et là, dans ce silence de douleur et de promesses, j'ai compris. C'était ça que j'avais toujours désiré. Que leur amour, celui de mes petits-enfants, soit la force qui me maintienne debout. Que la volonté de protéger soit plus forte que toute peur de l'humiliation. Antoine a fait un pas, comme s'il allait s'approcher. Il a ouvert la bouche, mais j'ai entendu un bruit fort dehors, des sirènes. J'ai vu des gyrophares bleus clignoter à travers les fenêtres. Des voitures de police arrivaient devant la maison. Sophie s'est recroquevillée. Hugo a pleuré. Chloé a cherché mes bras. Antoine m'a regardé. Ses jambes ont flanché. « Non », a-t-il dit. « S'il vous plaît, non. » Mais la porte s'est ouverte. 2 officiers sont entrés, un signe en évidence. « Monsieur Antoine Dubois ?» demandèrent-ils. « C'est moi », répondit-il d'une voix tremblante. « Vous êtes placé en garde à vue pour enquête judiciaire pour risque à l'intégrité de Madame Hélène Dubois et des enfants. » Le monde a tourné. Antoine a écarquillé les yeux. Sophie a retenu son souffle. « C'est un cauchemar », balbutia-t-il. « Peut-être, » répondis-je, « mais les cauchemars deviennent réalité quand on sème le mensonge comme si c'était de l'amour. » L'officier lui a tendu la convocation. « Copie des documents prêts, preuve d'expert. »« Antoine Dubois, » a dit le policier, « vous avez le droit à un avocat. » Il a tenté de lever les bras. C'est arrêté. J'ai regardé Sophie. « Si vous voulez, vous pouvez rester. » Elle a acquiescé, des larmes coulant sur son visage. Je n'avais jamais eu autant besoin que quelqu'un soit avec moi qu'à ce moment-là. Les officiers lui ont passé les menottes. Antoine pleurait comme un enfant. Pas de peur, mais de se sentir enfin exposé. Sylvie s'est effondrée sur le canapé, les rues de la culpabilité gravées sur son visage. « Maman », a dit Antoine, d'une voix basse. « Antoine ?» répondis-je. « Maintenant tu vas voir le reflet du monstre que tu as construit dans le silence et la peur. » Sophie pleurait doucement, tenant Hugo, serrant Chloé dans ses bras. La sirène continuait dehors. La lumière bleue pulsait. Une journaliste est apparue de l'autre côté de la rue, caméra pointée, micro près. « Madame Hélène. »« Un mot ?» demanda-t-elle. J'ai pris une profonde inspiration. « Oui, » dis-je d'une voix ferme. « Je veux que le monde sache que certaines personnes se cachent derrière des gestes doux, que la douceur peut empoisonner. » La caméra a enregistré mon visage. Mes yeux brillaient d'indignation et de force. Je veux qu'on sache qu'aujourd'hui, la justice n'est pas seulement la loi. C'est la dignité retrouvée. Le reportage a couronné la scène. Sophie a tenu ma main, les enfants silencieux, imitant le calme qui précède la tempête. Antoine a été emmené par les officiers. Sylvie est restée immobile, le corps courbé, les larmes coulant. J'ai tenu Sophie par les épaules. « Prends soin d'eux », murmurai-je. Elle a acquiescé, sanglotant. J'ai ouvert la porte de la maison. Le vent s'est engouffré. Dans l'entrebâillement de la porte, je me suis assise. Ciel gris, nuages chargés, sirènes se mêlant au vent, l'appartement vide derrière moi. La porte fermée à l'homme que j'avais un jour cru être mon plus grand amour. J'ai fermé les yeux. Un sanglot sourd s'est échappé de mes lèvres. Mais il y avait de la paix. Parce que je me tenais droite, parce que je n'avais plus rien demandé de mal. J'avais demandé justice. Et dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu Sophie,
les enfants me souriant, la peur et le soulagement mêlés, et j'ai vu mon visage ridé, marqué, mais intact. La tempête était arrivée, la justice sortait du silence, et moi, j'avais vaincu. Quand la maison est devenue vide et que l'écho des pas s'est estompé, je me suis assise sur le canapé. Seule, moi, le silence et mes cicatrices. Le soleil entrait faiblement par le rideau. Il y avait des taches d'ombre dans les coins. J'ai pensé à toutes les fois où je me suis tue, toutes les fois où j'ai souri par obligation, toutes les fois où j'ai renoncé à exiger le respect par peur d'être accusée d'exagérer, toutes les fois où j'ai permis que mon amour soit confondu avec de la faiblesse. J'ai appris que trop de sacrifices rongent l'âme, que l'amour sans limite peut devenir une prison. Pour le corps, bien sûr, mais surtout pour l'esprit. Qu'attendre de la gratitude de celui qui oublie votre existence, c'est demander à saigner en silence. J'ai vu mes petits-enfants dormir aujourd'hui. Hugo avec son ours, Chloé les doigts entrelacés. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, le cadeau le plus précieux que je pouvais leur laisser n'était pas de l'argent. C'était la dignité. C'était l'exemple que la voix compte, que des limites doivent exister. Ai-je ressenti de la culpabilité? Bien sûr, la culpabilité de n'avoir pas vu plus tôt, de n'avoir pas crié plus fort. Mais j'ai aussi ressenti du soulagement, le soulagement de ne pas avoir été détruite, d'avoir choisi de me battre, parce qu'être âgée ne m'a pas rendue invisible, être forte ne m'a pas enlevé le droit d'être vulnérable. Ça m'a coûté cher. J'ai perdu la maison que je croyais avoir. J'ai perdu l'illusion qu'un fils peut toujours choisir le bon chemin. J'ai perdu, pour un temps, la chaleur d'étreinte sincère. Mais j'ai gagné quelque chose que personne ne peut voler, la conscience de qui je suis. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me reconnais. Je vois une femme qui aime, mais qui a aussi appris à dire non. Une femme qui pleure la nuit, oui, mais qui se relève au matin. Qui prend soin, mais ne se livre pas entièrement. Qui protège ses petits-enfants, mais ne se laisse pas piéger par la peur. J'ai compris que la justice va au-delà des procès ou des peines. La justice, c'est réparer l'invisible, ce qui est resté caché si longtemps. C'est restaurer ce que le mépris a détruit. C'est permettre que la douleur ne tache pas mon histoire, mais illumine mon chemin. Et par-dessus tout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa propre narration. Que le pouvoir ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans la maîtrise de sa propre peur. Que l'amour d'une mère n'est pas une soumission éternelle. Que l'identité ne se définit pas par ce qu'on nous fait, mais par ce que nous choisissons de faire de ce que nous avons subi. Aujourd'hui, ma victoire n'est pas juridique. Ma victoire est émotionnelle. C'est dormir tranquille en sachant que mes petits-enfants savent qui je suis. Que Sophie, maintenant, éprouve du respect là où elle abritait de la peur. Qu'Antoine fera face aux conséquences, de l'intérieur et de l'extérieur. Je sais qu'il y aura encore des jours de douleur, des jours où le miroir me demandera qui je suis, des jours où mes mains trembleront en me souvenant de ce qui a failli me détruire. Mais je sais aussi que ma voix existe, que le monde a entendu, que mon histoire est devenue un avertissement et une inspiration. La femme que j'ai été pendant de nombreuses années, altruiste jusqu'à oublier son propre corps, est renée des cendres des chocolats. Je ne suis pas une martyre. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante, et survivre, ce n'est pas seulement continuer d'exister, c'est fleurir là où on avait juré de vous faire mourir. Aujourd'hui, je vis dans un appartement plus petit que cette maison pleine de souvenirs, mais plus grand que n'importe quel espace que j'ai jamais ressenti dans ma poitrine. Tous les meubles que j'ai sont à moi, achetés avec ma sueur, avec mon argent, plus à eux, plus à lui. Chaque objet est un morceau de liberté. Sophie a accepté de ne plus dépendre d'Antoine. Elle a déménagé avec les petits dans un foyer sûr. Elle a décidé que sa vie comptait aussi, au-delà des attentes des autres. Hugo dessine des personnages heureux. Chloé chante dans le jardin. Ils ont appris à sourire sans peur en me voyant. Ils voient en moi non seulement la grand-mère, mais quelqu'un qui s'est battu pour être entendu. Antoine, il fait face aux conséquences. Il a perdu une partie de sa réputation. Son emploi est sur la sellette. Le voisinage commente. La police enquête. Le système judiciaire avance lentement. Mais il avance. Sylvie, ma sœur, nous nous sommes vus quelques fois depuis. Elle ne me blâme plus. Elle ne m'évite plus. Il y a du regret dans ses yeux et quelque chose de nouveau. Du respect. Ma voix a résonné là où le silence régnait. La couverture médiatique de ce scandale a été douloureuse.
Reportages, interviews, commentaires, beaucoup d'éloges, beaucoup de critiques aussi. Parler d'un fils qui a tenté de tuer sa mère n'est pas facile, ni de la trahison de celui en qui on avait une confiance aveugle. Mais j'ai appris que ce sont les vérités douloureuses qui guérissent. J'ai utilisé mon histoire pour la faire entendre, pour sensibiliser ceux qui pensent que l'amour suffit. J'ai parlé aux femmes qui croient que leur valeur est invisible, pour qu'elles écoutent cette voix intérieure. J'ai parlé aux parents qui pensent que le sacrifice justifie n'importe quel abus. J'ai créé une petite association, l'atelier Hélène pour les femmes mûres. Nous aidons les femmes qui vivent aussi dans l'ombre de fils ingrats, de conjoints abusifs, de maris négligents. Nous offrons un soutien juridique, psychologique. Et surtout, nous offrons une écoute. Je n'ai pas récupéré tout ce que j'ai perdu, mais j'ai retrouvé ce qui me faisait le plus mal, ma dignité. Mes petits-enfants n'ont pas connu l'homme que j'ai craint pendant des mois. Ils connaissent la mamie qui pleure, mais aussi celle qui rit. Celle qui est forte, oui, mais humaine. Parfois, quand je suis seule au lit, mon petit garçon me manque. L'Antoine doux d'autrefois. Mais je ressens aussi du soulagement de ne plus jamais dépendre d'une illusion. Ma vieillesse, que beaucoup pensaient être un silence, est devenue une voix. Ma retraite, qu'ils jugeaient être un prétexte à la disparition, est devenue le théâtre d'un nouveau départ. Quand je retourne à l'ancienne maison pour régler les derniers papiers, je retrouve cette porte qui un jour s'est fermée sur mon visage. Je la ferme, non avec colère, avec soulagement. C'est ce que je fais, je verrouille, j'emporte la clé avec moi, et quand je rentre dans mon nouveau foyer, je respire profondément. Mon pas est assuré. Vous savez que le moment le plus fort n'a pas été le jour où j'ai porté plainte, c'était le jour où je me suis permis de me choisir. Aujourd'hui, mes journées ont le goût du choix, de la priorité pour moi. La priorité pour ceux qui m'aiment vraiment. La priorité pour la vérité. Je ne suis pas parfaite. J'ai des cicatrices de méfiance. Parfois, j'ai peur de tout révéler. Parfois, je ressasse des souvenirs douloureux. Mais chaque cicatrice me le rappelle. J'ai survécu. J'ai résisté. J'ai connu ma valeur. Et si mon héritage peut être autre chose que la douleur, qu'il soit un exemple. L'exemple que la voix compte, que le courage émerge même tardivement, que la dignité ne s'achète pas, elle se reconquiert. Quand je me regarde dans le miroir, je vois la Hélène entière, pas la femme effacée que j'ai été pendant des décennies. Je vois du respect dans mes yeux, je vois de la fierté pour moi-même. Et je sais, mon histoire va au-delà de moi. Elle s'adresse à celles qui n'ont jamais eu le courage de dire « je ne vis plus des attentes des autres ». Elle s'adresse à celles qui croient que l'amour exige le silence, mais oublient qu'il exige la justice. Je sais que j'ai commis des erreurs, que certaines vérités ont coûté cher, mais je sais aussi, sans tout cela, je n'aurais pas connu l'étendue de ma force, et c'est elle qui m'a sauvée. Si cette histoire est parvenue jusqu'à vous, c'est que vous aussi, vous connaissez ou avez vécu le poids d'être invisible. Si vous avez senti cette boule dans la gorge, l'indignation, la douleur, laissez-moi vous faire une invitation. Avant tout, si cette vidéo a remué quelque chose en vous, laissez un commentaire. Écrivez « Plus jamais silencieuse ». Je veux voir combien de personnes ici en ont assez de tout donner sans recevoir au moins du respect. Aimez cette vidéo. Cliquez sur le pour que plus de gens la voient. Parce que des histoires comme la mienne doivent être entendues, pas cachées. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche. Chaque semaine, je reviens avec des histoires de femmes qui, comme moi, ont survécu à des trahisons, des injustices, des silences mortels. Je veux que ces voix arrivent jusqu'à vous, jusqu'à elles, jusqu'à celles qui ont besoin d'entendre. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, une mère qui renonce à elle-même, une grand-mère traitée comme un meuble, une femme qui a perdu sa voix, partagez cette vidéo avec elle. Ça peut sembler peu, mais partager la douleur, donner de la visibilité, c'est déjà la moitié du chemin vers la guérison. Si vous le souhaitez, racontez-moi ci-dessous. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous méritiez plus que juste ce qu'il restait? Je veux lire votre histoire aussi. Vos mots ont du pouvoir. Et si vous voulez revenir sur cette chaîne, de nouvelles vidéos arrivent. Des récits forts, des retournements de situations réelles, un courage visible. Des histoires qui vous rappellent, ce n'est pas une honte de se relever, c'est de la survie. Enfin, souvenez-vous de ceci. La grâce, la dignité et le respect ne se demandent pas, ils s'imposent. On ne les mendie pas, on les revendique.
S'il le faut, criez. S'il le faut, portez plainte. S'il le faut, libérez-vous. C'est la douleur qui devient une voix. C'est la justice qui commence à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Et merci d'exister. À la prochaine vidéo où une autre femme montrera la valeur de ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle mérite.